Salut les POE! Ah non, c'est pas une insulte, c'est juste une abréviation du mot anglais pour arpenteur, c'est-à-dire planeswalker. Il fallait bien vous trouver un petit nom pour vous cibler en tant que public, et entre magicien et arpenteur, comme nous appelle Wizard, j'ai choisi de vous appeler POE. Je trouve ça bien plus fun. Je fais cette vidéo la veille de la pré-release Ixalan, afin d'aider les joueurs francophones qui n'ont pas un assez bon jargon anglais de Magic, que pour comprendre les analyses qui ont fleuri sur la toile. Car si vous voulez être bien préparé pour cette édition, il faut étudier. Alors, je déclare tout de suite que je ne suis pas un joueur d'exception. Si je fais cela, c'est par plaisir de tenter d'aider les nouveaux joueurs, sans compter que j'adore le format limité et surtout la draft. Bon, des analyses de cartes, il en existe pas mal, mais surtout en anglais. J'en ai moi-même lu et visionné plusieurs, et je vais vous ressortir une analyse de Channel Fireball de Luis Scott Vargas. Donc je n'invente rien, même si les analyses sont très similaires, c'est celle qui rejoint la plupart de mes idées de cotes. Je vais donc repasser les cartes en vue avec vous et leur donner une cote de 1 à 10. Attention que les cartes à faible cote ne sont pas nécessairement mauvaises, elles pourront être nécessairement plus utiles en carte de side. Et du fait, des archétypes vampires, pirates, ondins et dinosaures, sans oublier les mécaniques d'exploration, les cartes pourraient même avoir deux cotes différentes suivant qu'elles sont dans l'archétype adéquat ou dans la mécanique adéquate. Et il faudra garder en mémoire que la cotation que je vous donne ici n'est valable que pour le limité. Donc c'est pas valable pour le standard, et c'est pas valable pour le moderne, c'est encore d'autres cotes et ce sera encore d'autres analyses qui verront le jour pour voir quelles sont les cartes les plus intéressantes. Même si à mon avis je vais bifurquer un petit peu et parler de certaines cartes qui m'ont quand même hypé dans leur sortie et que j'ai envie de vous parler un peu plus en avance sur d'autres formats. Alors, ne prenez pas cette analyse au pied de la lettre. Jouez comme vous en avez envie, les cartes que vous avez envie de jouer. Vous êtes là pour vous amuser. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ceci est juste pour vous donner quelques informations sur la façon dont les joueurs un petit peu plus compétitifs vont analyser les cartes, voir et essayer de découvrir quelles sont les cartes qui ont le plus de capacité, le plus d'intérêt à jouer en limité, afin de pouvoir vous donner des petites idées pour jouer de manière à essayer d'être le plus efficace possible. Maintenant, tout ceci n'est absolument pas la vérité absolue. Jouez comme vous l'entendez, donc. Mais le plus important, amusez-vous. C'est pour ça qu'on est là. Je vous souhaite bien du plaisir. On commencera donc par le blanc. L'avant-garde d'Andato. Une créature, vampire et soldat, 1-1 pour un mana générique et un mana blanc, qui a comme capacité que tant qu'elle est attaquante, elle gagne +2/+0. Et en plus, vous pouvez payer 4 points de vie pour que l'avant-garde d'Andato acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Donc grosso modo, en fait, c'est une 3-1 agressive qui peut être également utilisée dans les formats de défense. Quoique si vous l'utilisez dans un but défensif, ce ne sera pas vraiment très intéressant et vous pourrez trouver d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes que payer 4 points de vie pour la rendre indestructible. Nous lui donnerons la cote de 6. Cendre des Abjects. C'est un enchantement qui vient pour un mana générique et un mana blanc, et qui dit que les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts depuis leur cimetière ni activer des capacités de cartes dans les cimetières. Et à chaque fois qu'une créature meurt, vous gagnez un point de vie. Alors, empêcher les joueurs d'activer des capacités depuis les cimetières et de lancer des sorts depuis les cimetières, dans cette édition-ci, en limité, ça ne vous servira potentiellement à rien. De plus, gagner un point de vie à chaque fois qu'une créature meurt n'est pas suffisamment intéressant que pour pouvoir jouer cette carte. Donc en fait, ce sera plutôt une carte qui sera jouée pour le standard ou le construit, et en attendant, sa cote, ce sera de 0 pour l'édition limitée. Axe de mortalité. C'est encore un enchantement qui cette fois-ci coûte 4 mana génériques et 2 mana blancs, et qui est une carte mythique, qui dit qu'au début de votre entretien, vous pouvez faire que 2 joueurs ciblés échangent leur total de points de vie. Alors, grosso modo, ça ne va pas vous servir à grand-chose, d'autant que vous n'avez aucune garantie que cela va vous apporter de la valeur une fois que ça va arriver en jeu. Vous payez 6, et vous n'êtes même pas sûr que cette carte va vous être bénéfique, car nécessairement, le joueur qui est en face de vous va tout simplement attendre de parvenir à vous mettre assez de blessures que pour vous tuer d'un seul coup. Égidosaure Beuglar. Alors, c'est une créature dinosaure, 3-5 pour 5 mana génériques et 1 mana incolore, qui a la rage,
et qui dit qu'à chaque fois que l'égydosaure Beuglar subit des blessures, tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que tu contrôles. Alors c'est une créature que j'affectionne personnellement beaucoup, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous allez vous rendre compte que les cartes que j'affectionne beaucoup sont nécessairement soit des zones causes, soit des communes, tout simplement parce que j'ai plus de chances de les voir en draft ou en scellé que les rares qui, elles, sont de base plus rares à trouver lors de ces formats. Et donc les mécaniques que je compte utiliser sont les plus souvent référencées dans les zones co et dans les communes. D'autant qu'ici, avec sa capacité, il y a moyen de faire vraiment des choses très amusantes lors des phases de combat et les phases de bloc. D'autant qu'en rouge, qui est aussi une créature de dinosaure, il y a moyen de trouver des petits sorts qui font des petites pêches pour gonfler toutes tes autres créatures grâce à l'égydosaure Beuglar. Et éventuellement aussi également si ton adversaire t'attaque avec une petite créature qui a l'initiative, en plus de toutes les autres qui suivraient avec. Malheureusement, son principal point faible, c'est son haut coût en mana, qui l'empêche de jouer très tôt dans la partie. Sinon, en T2, on peut aussi voir qu'il y a une petite synergie assez sympa avec la baliste ambulante. Ben ça, on le verra peut-être lors des compétitions, on ne sait jamais, on verra. Et ce brave dinosaure repart donc avec une cote de 6. Évêque de la Renaissance. C'est une créature qui coûte 3 manas génériques et 2 manas blancs, vampire et clerc, qui a la vigilance, et qui dit qu'à chaque fois que cette carte attaque, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Ce qui est vraiment très très fort, donc je pense qu'il est inutile de vous expliquer à quel point il est très intéressant de ramener des petites créatures que l'on a sacrifiées ou que l'on a échangées avec son adversaire au cours de la partie pour ensuite, bam, les faire revenir juste après grâce à l'évêque de la Renaissance. Nous lui attribuerons donc la jolie note de 7. Soldat de l'évêque, qui est une créature, vampire et soldat, qui coûte 1 mana générique et 1 mana blanc et qui est une 2/2 avec le lien de vie. Et rien qu'une 2/2 pour 2, c'est déjà assez intéressant, mais en plus, vous lui donnez le lien de vie, et du coup, ça monte un petit peu plus sa capacité. Donc du coup, c'est une jolie petite commune qui se retrouve avec une note de 5, ce qui n'est pas mal du tout. Représailles brillante, qui est un éphémère qui coûte 4 manas génériques et 1 mana incolore. Il dit, vous détruisez la créature attaquante ciblée, et vous piochez une carte. Alors ici, cette carte est un petit piège, parce que généralement les removals, donc les kill créatures, sont assez recherchés, mais cette carte n'est pas aussi bonne qu'elle en a l'air. Dans le meilleur des cas, elle arrivera à tuer une 5/5 attaquante, mais sinon, contre un autre adversaire qui jouera un petit peu plus agressif, cette carte risque plutôt de vous rester en main jusqu'à ce que la partie ne se finisse prématurément. D'autant qu'il faut attendre que la créature soit attaquante, ce qui est encore une condition qui limite son rendement. Nous lui attribuerons donc la note de 4. Démystification, qui est un éphémère qui coûte 1 mana blanc et qui dit tout simplement « Détruisez l'enchantement ciblé ». Donc, vous l'aurez très bien compris, cette carte est une carte de side. En dehors de ça, elle ne sert à rien en main deck, et sa valeur se limitera à un grade de 1, mais contre un deck qui joue beaucoup d'enchantements, vous pourrez la faire valoir jusqu'à une note qui équivaut à 6. Marche-ciel portée par le crépuscule. Cette illustration est magnifique. Je suis totalement in love à cette illustration. Bon, sinon, c'est une créature qui vient pour 1 mana blanc, vampire et clerc, qui a le vol, qui est 1/1, et qui pour 1 mana blanc, si vous l'engagez en plus, le vampire attaquant ciblé gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Cette carte est très intéressante si vous jouez un vampire agressif, mais si vous le jouez défensif, eh bien, toute sa valeur va perdre de son utilité et va totalement vous décourager. Donc, sa valeur se situe entre un 2 et un 6, suivant la manière dont vous allez l'utiliser. Émissaire de l'aurore. Encore une créature pour 2 manas génériques et 1 mana blanc, qui est humain et clerc. Il a l'initiative, et quand l'émissaire de l'aurore arrive sur le champ de bataille, il l'explore.
Comme c'est la première fois qu'on parle de l'exploration, la capacité s'explique comme étant le fait que vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain, si ce n'est pas un terrain, vous mettez un marqueur plus un sur cette créature, puis vous remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou vous la mettez dans votre cimetière. Explore est une mécanique qui est donc très intéressante. C'est pas vraiment comme si vous piochez une carte supplémentaire, mais c'est pas un effet qui s'en éloigne trop non plus. Et comme les effets de pioche ou qui sont similaires sont très forts, nous lui donnerons la note de 6. Gardien du campement. Créature pour un mana blanc qui est chien de chasse. C'est une 1-1 qui a l'initiative. Et si vous payez 8, que vous l'engagez, que vous la sacrifiez, les autres créatures que vous contrôlez vont gagner +1 jusqu'à la fin du tour. C'est une carte qui va fonctionner exclusivement en aggro, les autres decks ne vont pas en avoir nécessairement besoin. Vous continuez à bastonner jusqu'à ce que vous arriviez à 8 mana et vous la sacrifiez. Mais grosso modo, vous n'allez pas en jouer des tonnes, parce que une ou deux vous suffira amplement dans le deck. Nous lui donnerons donc la note de 3, vu qu'en dehors des decks aggro, elle ne représente pas vraiment d'intérêt. Glorificatrice du crépuscule. Encore une créature pour 3 manas génériques et 2 manas blancs, qui est vampire et soldat, et qui est 4-4. Vous pouvez payer 2 points de vie, et donc cette créature acquérera le vol jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez également payer 2 points de vie pour choisir qu'elle acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être l'ange de Serra, qui est une créature semblable, qui fait la même chose, sauf qu'il ne faut pas payer 2 points de vie, elle les a de base. Mais même en dehors de ça, ça reste quand même une très bonne créature, et vous ne serez pas obligé de payer vos points de vie à chaque fois, sauf pour occasionner beaucoup de dommages, ou alors pour vous protéger d'une attaque de retour. Nous attribuerons donc à cette bonne créature la note de 7. Ceratops et Tripper. Encore une créature pour 5 manas incolores et 2 manas blancs, qui est un dinosaure et qui est 3-3. Donc vous payez vos 7 mana pour une 3-3, mais pas uniquement, parce que cette créature a quand même la double initiative, et à chaque fois qu'il attaque, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative également jusqu'à la fin du tour. Malgré cette bonne capacité, il faut quand même attendre 7 mana pour avoir une potentielle créature qui a 3 en endurance, ce qui est quand même assez faible, et qui ne pourrait devenir qu'une 6-3 globalement si on lui accorde son bonus de double initiative. D'autant qu'après avoir payé vos 7 mana, vous devez encore essayer de survivre un tour avant de pouvoir profiter de son effet. Cela ne semble donc pas vraiment super excitant, mais ça pourrait quand même avoir encore une place acceptable en tant que finisher dans certains decks. Et pour toutes ces raisons, nous lui donnerons la note de 4. Aérosaure impérial. Ah, encore une bonne unco. Donc c'est une créature pour 3 manas génériques et 1 mana blanc, qui est dinosaure, qui est 3-3, qui vole, et quand l'aérosaure impérial arrive sur le champ de bataille, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Alors une 3-3 qui a une capacité d'évasion comme le vol, et qui peut donner cette capacité à une autre créature pour donner encore un avantage de dommage, eh bien c'est très fort, et ça peut rentrer dans n'importe quel type de deck. Nous lui donnerons donc la note de 7. Lancière impériale. Créature, pour un mana blanc, humain et chevalier. Cette créature a la double initiative tant que vous contrôlez un dinosaure. Donc globalement, c'est une 2-1 pour 1, c'est pas vraiment génial en limité, même si vous la jouez dans un deck où il y a beaucoup de dinosaures, ce ne sera pas terriblement excitant. Nous lui donnerons donc la note de 3. Clerc inspiratrice. Créature, pour 2 manas génériques et 1 mana blanc, qui est vampire et qui est clerc. Et quand elle arrive en jeu, vous gagnez 4 points de vie. D'autre part, c'est une 3-2. Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'on est spécialement inspiré comme son nom l'indique quand elle arrive, mais c'est quand même une carte qui a un bon body et qui entrera quand même assez bien dans votre courbe pour 3 mana, car beaucoup d'autres cartes pour 3 mana ne sont pas aussi bonnes. N'ayez pas peur de la sider contre des decks contrôle, ou si jamais vous devez essayer de temporiser contre des créatures de 2 mana de votre adversaire qui sont vraiment très agressives.
Créature moyenne, donc pour une cote moyenne, on lui attribuera la note de 5. Entrave d'Ixalan. Enchantement pour 3 manas génériques et 1 mana blanc, qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que ce même enchantement quitte le champ de bataille. Vos adversaires ne peuvent même plus lancer le sort ayant le même nom que la carte exilée. C'est donc une sorte de cercle de l'oubli pour ceux qui connaissent, qui a en plus une capacité qui empêche les joueurs de jouer les mêmes sorts qu'ils ont lancés. Et quand je parle des joueurs, je veux plutôt parler de vos adversaires plus spécifiquement. Et je peux vous garantir que cette carte, si vous l'avez, vous allez la jouer. Et vous allez l'aimer. Surtout contre des gros dinosaures qui coûtent bien cher. Cette excellente carte aura donc la note de 7. Meneuse de Kinjali. Créature pour 1 mana blanc, qui est humain et clerc, 0-3, et qui dit que les sorts de dinosaures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc techniquement, vos dinosaures vous compteront 1 de moins à lancer pour chaque dinosaure que vous allez jouer après que cette carte-là soit sur le champ de bataille. Contre un deck qui n'est pas dinosaure, c'est totalement inutile, sauf si vous vous retrouvez vraiment contre un deck qui est très 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 agressif, et encore. Il y a d'autres moyens de faire venir vos dinosaures plus vite, et ce n'est pas celui-ci que je mettrai en priorité. Donc nous attribuerons soit la note de 2 si jamais vous la jouez dans un deck qui n'est pas dinosaure, et la note de 4 s'il rentre dans un deck dinosaure. Petite parenthèse, si vous voulez jouer un archétype efficacement, je vous conseille de mettre au moins 7 cartes de cette mécanique dans le deck. Si par exemple vous comptez jouer dinosaure, essayez de jouer 7 dinosaures. Si vous essayez de jouer pirate, essayez de jouer 7 pirates, etc. etc. Solel de Kinjali. Créature dinosaure pour 2 mana incolore et 1 mana blanc, qui a le vol, 2-3, ce qui est déjà très bien, et qui dit qu'en plus les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. C'est donc une créature qui a une capacité d'évasion, qui a de bonnes statistiques, un bon body, et qui a une capacité très brutale, qui va permettre de calmer les decks très agressifs. Et si en plus vous jouez vous-même aggro, eh bien ça rend encore la carte plus forte, car vous allez pouvoir passer les lignes de défense très facilement. Nous attribuerons donc à cette excellente créature la note de 7. Conquistador de la Légion, qui est une créature pour 2 manas génériques et 1 mana blanc, vampire et soldat, 2-2. Et qui dit en plus que quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes appelées Conquistador de la Légion, c'est-à-dire lui-même, les révéler, les mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Alors bon, jouer plein de cartes 2-2 pour 3 manas, ce n'est pas vraiment folichon, et c'est pas non plus ce qu'on va rechercher à faire. Il y a des cartes qui sont beaucoup plus intéressantes que de mettre des 2-2 pour 3 manas à tous les tours. Suivant ce que vous en faites, on va lui accorder la note de 2 ou voire de 4 au maximum. Jugement selon la Légion, qui est un rituel pour 2 manas génériques et 1 mana blanc, et qui dit que vous pouvez détruire la créature de force supérieure ou égale à 4. Ce qui est franchement très intéressant. Pour 3 manas, vous pouvez tuer la plupart des menaces qui sont assez méchantes dans le format. Ce n'est pas nécessairement une carte de side, je pense que vous pouvez la jouer main deck, et on va lui attribuer la note de 6. Altisor surgissant. Carte de créature pour 3 manas génériques et 1 mana blanc, qui est un dinosaure, 1-7, et qui ne fait rien d'autre. Mais c'est quand même une créature qui est très difficile à tuer, et qui rentrera très bien dans les decks Dino Control, ou Dino, ou juste Control. Mais ce n'est pas la carte que tu vas chercher nécessairement d'office à jouer, et à mon avis ce sera plutôt une carte de side. Donc on lui attribuera la note de 3. Mavren Fane, apôtre du crépuscule. Pour 2 manas génériques et 1 mana blanc, c'est une créature légendaire, vampire et clerc, 2-2. On a vu que les 2-2 pour 3 c'était pas intéressant, mais ici il y a une capacité qui est très intéressante, qui dit qu'à chaque fois qu'au moins un vampire non-jeton que vous contrôlez attaque, vous créez un jeton de créature 1-1 blanche vampire avec le lien de vie. Si jamais vous essayez de jouer cette carte, essayez de faire en sorte que vos combats puissent se jouer avec pas mal de tricks, c'est-à-dire des sorts qui permettent de retourner le combat en votre faveur, car il faut bien vous douter que votre adversaire va essayer de bloquer cette créature à 100% du temps.
Nous lui donnerons la note de 7. Paladine des sanguinolents. Créature pour 3 manas incolores et 1 mana blanc, qui est vampire et chevalier, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton 1-1 blanc vampire avec le lien de vie. D'autant plus qu'il est 3-2. Au total, ça nous fait une stat de 4-3, ce qui n'est franchement pas mal, d'autant qu'on peut bénéficier d'un petit peu de lien de vie. Si jamais vous jouez vampire, vous ne serez pas compte de mettre 2 fois cette carte dans votre deck. Nous allons donc lui attribuer la note de 6. Interdiction pieuse. Un enchantement pour 3 manas génériques et 1 mana blanc qui enchante la créature. Et quand la créature est enchantée, l'interdiction pieuse dit que vous gagnez 2 points de vie et que la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. En gros, c'est une sorte de pacifisme qui coûte 2 fois plus cher pour juste avoir 2 points de vie supplémentaires, mais je peux vous assurer que cette carte-là, vous ne la laisserez pas passer souvent. C'est donc une bonne carte à qui on va donner la note de 7. Prêtre du soleil levant. Créature pour 1 mana blanc, humain et clerc, qui est 1-1, et qui dit qu'au début de votre entretien, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, vous gagnez 2 points de vie. Vous pouvez également payer 3 manas incolores, plus 2 manas blancs, le sacrifier, et aller chercher dans votre bibliothèque une carte de dinosaure, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque. Dans un gros deck dinosaure, enfin, est-ce qu'on doit dire un gros deck dinosaure ou un deck avec de gros dinosaures? Enfin, bref. Grâce à cette carte, vous allez pouvoir temporiser la partie, et en plus de ça, aller chercher un bien gros dinosaure pour plier la game. Et c'est donc une carte qu'on va plutôt jouer dans un mid-range control. Nous allons donc lui attribuer la note de 2, suivant que ça ne rentre pas dans un deck dinosaure ou très peu, jusqu'à une note de 7 si c'est vraiment un bon gros deck dinosaure. Chevalière au ptérodonte. Créature pour 3 manas génériques et 1 mana blanc, qui est humain et chevalier, 3-3, et qui a le vol tant que vous contrôlez un dinosaure. Cette créature n'a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de dinosaures derrière elle pour pouvoir passer avec sa capacité d'évasion. Mais faites juste très attention que lors des combats, on ne vous tue pas le seul dinosaure que vous ayez et que derrière cela, on vous chope votre chevalière. Ce qui ferait du 2 pour 1 et vous serez vraiment très embêté. Donc nous allons donner la note de 4 à cette carte. Commission de la reine. Rituel pour 2 manas incolores et 1 mana blanc qui vous dit que vous créez 2 jetons de créatures, un blanc vampire avec le lien de vie. Mais franchement, vous ne serez pas contre d'avoir un double token lien de vie qui apparaissent comme ça. C'est vraiment intéressant d'avoir quelques créatures qui arrivent en double. Donc à mon avis, ce n'est pas inintéressant de le mettre dans un deck. On va lui donner la note de 4. Rugissement rallieur. Éphémère pour 2 manas génériques et 1 mana incolore, qui vous permet à vos créatures que vous contrôlez de gagner +1/+1 jusqu'à la fin du cours, et en plus de ça, vous les dégagez. Tous les decks ne pourront pas profiter de cette carte, mais elle a quand même son bon petit potentiel. Elle vous permet d'être jouée dans les deux sens, offensif comme défensif. Et si jamais vous attaquez avec tout, même si votre adversaire suspecte ce sort, il ne pourra pas vous attaquer sans en payer le prix. Nous allons donc accorder à cette carte la note de 5. Compagnon Raptor. Encore un petit dinosaure pour 1 mana générique et 1 mana blanc, qui est 3-1. Et je peux vous dire que ce petit dinosaure, vous allez souvent chercher après, parce que d'abord, il a des bonnes stats, et parce qu'en plus, il coûte pas cher, d'autant qu'il pourra interagir avec son archétype. Donc ce n'est franchement pas une mauvaise carte pour 2 manas. On va lui donner la note de 4. Rituel de jouvence, un éphémère pour 2 manas génériques et 1 mana blanc, qui vous fait gagner 4 points de vie et piocher une carte. Alors, c'est intéressant d'avoir directement l'effet de remplacement. Dès que vous le jouez, il est remplacé par une autre carte que vous pouvez piocher. Mais cependant, son effet est tellement moindre qu'il n'est pas vraiment intéressant. Donc, on va juste lui donner la note de 2 et je ne pense pas que ce sera souvent joué. Sacrement sanguin. C'est un éphémère. Vous allez payer 2 manas blancs et X manas. Ensuite, l'éphémère va vous permettre de gagner 2 fois le nombre de mana que vous avez payé en X en nombre de points de vie. Mettez le sacrement au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire.
Et c'est une carte qui n'est franchement pas terrible. Le but, c'est de la jouer pendant le tour de votre adversaire pour gagner 20 points de vie, on va dire, et rendre la partie plus compliquée pour votre adversaire qui va essayer de devoir refaire tout le travail qu'il avait exécuté jusqu'ici afin de vous refaire redescendre tout ça. Mais franchement, cette carte est très lente, c'est pas vraiment intéressant. Je ne pense pas que ce soit jouable, même en limité. Il faudra tester, mais je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de très folichon. On va lui donner la note de 2. Aménagement des décombres. Aménagement des décombres. Pour 2 manas incolores et 2 manas blancs, c'est un éphémère qui va exilier toutes les créatures attaquantes que le joueur ciblé contrôle. Et ce joueur peut aller chercher dans sa bibliothèque autant de cartes de terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ensuite sa bibliothèque. C'est donc une sorte de chemin vers l'exil global. À mon avis, ça va être assez joué, mais maintenant ce n'est que mon avis personnel. En tout cas, pas nécessairement uniquement limité, mais également en T2, avec notamment le cérébro-senseur Avemain. Mais maintenant, rien n'empêche non plus de le jouer sur vos propres créatures, même si je ne vous le recommande pas, ça dépend quel type de deck vous tentez de jouer. On va donc donner la note de 5 à cette carte. Lumière protectrice. Un éphémère pour un mana blanc qui dit que la créature ciblée acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour et vous avez droit à un regard 1. C'est une carte que l'on pourra retrouver dans les decks qui comportent plus de 13 créatures et qui vous permettra peut-être de faire un échange de cartes avec votre adversaire qui tentera de détruire votre créature, soit avec une autre créature, soit avec un sort. D'autant plus que ça vous donnera une petite valeur supplémentaire grâce au regard. Ce qui n'est franchement pas mal pour une carte avec juste un mana. Nous lui donnerons la note de 5. Aérosaure étincelant. Encore un dinosaure pour 4 mana incolore et 1 mana blanc, qui vole et qui est 3-4. Bon, ça coûte un petit peu trop cher quand même pour un dinosaure, parce que des dinosaures à 5 mana, il y en a beaucoup d'autres et qui sont très 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 bons. Alors celui-ci pourra éventuellement venir en coûtant un de moins sur l'une ou l'autre créature qui le permette, mais ce n'est pas vraiment exceptionnel pour un dinosaure et on va lui donner la note de 4. Lame ciel de la Légion. Créature, vampire soldat pour un mana incolore et un mana blanc, qui vole et qui est 1-3. Donc en fait on pourra s'en servir comme petite créature qui fait des petites pêches et qui suce en même temps quelques PV lorsqu'on jouera aggro, et qui d'un autre côté pourra aussi temporiser contre les decks qui sont assez agressifs, et limitera comme ça l'agressivité de votre adversaire. Maintenant, ce n'est pas une carte qui est vraiment exceptionnelle, folichonne. Je crois que vous trouverez beaucoup mieux, mais ce n'est pas une carte que vous jouerez nécessairement parce qu'elle n'est pas si intéressante que ça. Nous allons donc lui donner la note de 3. Balafre de cerf. Un éphémère pour un mana blanc qui va affliger 2 blessures à la créature attaquante ou bloqueuse. Donc c'est une espèce de choc avec une contrepartie qu'il faut quand même que la créature ciblée soit attaquante ou bloqueuse. Ce qui ne donne encore moins l'intérêt de lancer la carte parce que les restrictions sont assez limitatives. Pour un kill créature, un removal, c'est pas très très intéressant. On va lui donner la note de 3. Armosaure inébranlable. Encore un chouette dinosaure qui est Unco, qui coûte 3 mana incolores et 1 mana blanc, qui est 2-3, qui est la vigilance et qui a une très bonne capacité qui dit que vous payez un mana incolore, un mana blanc, vous l'engagez et cette créature va infliger un nombre de blessures égal à son endurance à la créature ciblée qui le bloque ou qui est bloquée par lui. C'est une carte qu'on n'a vraiment pas envie de rencontrer sur le champ de bataille adverse, car ce sera une carte qui sera très difficile à négocier et franchement je trouve que c'est une carte qui vend du rêve, en limité en tout cas. On va lui donner la note de 6. Chercheur d'aurore. Créature, humain et éclaireur pour 4 mana incolores et 1 mana blanc. 3-3 qui a la vigilance. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il explore. Donc on l'a vu tout à l'heure, les créatures qui explorent sont relativement intéressantes. Et pour 5 mana, son body n'est pas si inintéressant que ça. Même s'il y a des choses qui sont relativement meilleures. Ça vous donnera quand même un second souffle si vous en avez besoin. On va donner à cette créature la note de 5. Martel-crâne territorial. Un petit dinosaure pour 2 mana incolores, 1 mana blanc qui est 2-3
et qui a une très bonne capacité qui dit qu'à chaque fois qu'il attaque, vous engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ça vous permet, quand vous jouez d'un deck agressif, de pouvoir empêcher l'adversaire de bloquer, ce qui n'est franchement pas mal parce que cette créature arrive relativement vite et va faire de gros dégâts à la défense adverse qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. Nous lui donnerons la note de 6. Garde d'honneur de Toklati. Créature, humain et soldat pour un mana incolore et un mana blanc, qui est 1-3. Et qui dit que les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités. Alors, ceci est handicapant pour votre adversaire, autant que ça le sera probablement pour vous. Ce qui fait que ce n'est franchement peut-être pas intéressant de jouer cette carte. Maintenant, si vous cherchez juste une créature 1-3 pour 2 mana, vous êtes servi, mais ça ne sera pas utile et ça ne fera pas grand-chose, ça risque même de vous handicaper, je vous déconseille de la jouer. On lui donnera quand même la note de 3. Zèle du vampire. Pour un mana blanc, c'est un éphémère qui dit que la créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, et si c'est un vampire, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. C'est une carte de combatrix assez passable, elle donne l'initiative, et en plus de ça, un bon +2/+2, ce qui est franchement pas désagréable. Dans un deck aggro qui jouera vampire, je pense que ce sera quand même quelque chose qui sera assez sympa à jouer. On lui donnera la note de 4, étant donné que c'est vraiment dans un archétype ciblé qu'elle doit être prise en compte. En dehors de ça, elle n'est pas vraiment intéressante si vous jouez en dehors de cet archétype. Avatar du soleil levant. Créature, dinosaure et avatar qui coûte 5 mana incolore, 3 mana blancs, qui est 7/7, et qui dit que quand il arrive en jeu, si vous l'avez lancé depuis votre main, vous détruisez toutes les créatures qui sont non dinosaures. Même si c'est une carte qui coûte 8 mana, elle fait exactement ce qu'on veut. C'est une grosse bombe qui joue contre tous les decks qui sont non dinosaures. Et en plus de ça, ça vous met quand même une 7/7 body sur le champ de bataille, ce qui est franchement pas négligeable. Vous devez juste essayer de ramper et de survivre jusqu'à vos 8 mana. Nous donnerons à cette créature la note de 7. Et c'est sur cette énorme colère de Dieu sur pattes que la première partie se finit. On se retrouve pour la prochaine vidéo où l'on parlera de la partie bleue. Allez, à tout de suite, j'espère que vous avez aimé. Mettez-moi en commentaire les choses qui ne vont pas, que je puisse m'améliorer. Et à plus.